Nous avons essentiellement deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent. Tu comprends ça? Le président a publié ceci sur Truth Social, je cite, « Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ?» Et ensuite, il a utilisé l'expression « Make Iran Great Again » pour « Make Iran Great Again ». Avant que les missiles ne commencent à voler au-dessus de Téhéran et de Jérusalem, il fut un temps où l'Iran et Israël étaient amis, liés par le pétrole, les armes et l'ambition. Les deux nations se tenaient côte à côte, échangeant des armes, des renseignements et des poignées de main en secret. Mais aujourd'hui, ils se tiennent aux extrémités opposées du champ de bataille, prêts à s'entretuer. Mais comment ces deux nations sont-elles passées de discrets alliés à ennemis farouches ? Pour comprendre cela, revenons à un chapitre oublié de l'histoire du Moyen-Orient. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le monde se divisait en blocs, et où deux pays non arabes se retrouvaient entourés d'ennemis cherchant des moyens de survivre. L'Iran fournissait du pétrole et Israël des armes à l'Iran. Le Shah admirait l'armée israélienne. Contrairement à d'autres dirigeants musulmans, il acceptait sans problème l'aide d'Israël. L'Iran a qualifié l'attaque, je cite, de déclaration de guerre et a déclaré qu'il n'y aurait aucune limite à sa riposte. Le ministère de la Santé iranien affirme qu'au moins 430 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. Très bien. Avant de commencer, comme vous le savez, cette guerre est remplie de désinformation des deux côtés. Il y a même des bots qui mettront des votes négatifs sur les vidéos qu'ils n'aiment pas. Donc, si vous pouvez nous aider, cela signifierait énormément pour moi si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner juste en dessous. Merci. Le Moyen-Orient à l'époque était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était un chaos de nouvelles frontières et de vieilles rancunes. La guerre avait redessiné les cartes, et la guerre froide divisait le monde entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le nationalisme arabe était en pleine ascension. C'était parce que des dirigeants, comme Gamal Abdel Nasser d'Égypte, rêvaient d'unir les pays arabes contre les puissances étrangères. Israël, créé en 1948, était un jeune État luttant pour sa place dans une région qu'il avait majoritairement rejetée. Sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran était une monarchie cherchant à se moderniser tout en maintenant son indépendance. Nasser voulait que les nations arabes s'unissent, et sa vision présentait souvent Israël comme l'ennemi et l'Iran comme un rival. De plus, l'Union des républiques socialistes soviétiques étendait son influence en soutenant des États arabes tels que l'Égypte et la Syrie avec des armes et de l'argent. Pour Israël, entouré de voisins hostiles, la menace soviétique était un cauchemar. Pour l'Iran, sous le gouvernement pro-occidental du Shah, l'idée de régime soutenu par les soviétiques à ses frontières était tout aussi inquiétante. Ces craintes ont jeté les bases d'une alliance discrète et pragmatique. Ils n'étaient pas des amis proches, mais des partenaires, qui dépendaient l'un de l'autre pour naviguer dans un monde dangereux. En 1950, l'Iran a audacieusement établi une relation de facto avec Israël, sans toutefois le reconnaître officiellement comme un État. Cela signifie qu'ils agissaient comme s'ils avaient des liens sans le crier sur tous les toits. C'était un événement majeur dans une région où la plupart des pays refusaient même de reconnaître Israël. En privé, les deux ont commencé à coopérer pour servir leurs intérêts communs. L'un des premiers accords majeurs concernait le pétrole. Israël avait besoin d'énergie pour développer son économie, et l'Iran avait beaucoup de pétrole à vendre. Mais il ne s'agissait pas simplement de transactions commerciales ordinaires. Il s'agissait d'accords secrets, souvent des échanges pétrole-armes. L'Iran vendait du pétrole à Israël en échange d'armes ou de savoir-faire militaire. Ces accords y étaient gardés secrets pour ne pas fâcher les voisins arabes des deux parties ou attirer l'attention sur leur partenariat. L'afflux de pétrole n'a fait que consolider ce partenariat. Ce lien pétrolier ne fit que se renforcer avec le temps, et à la fin des années 60, il mena à l'un des projets les plus ambitieux jamais réalisés jusque-là. Les deux pays se sont unis pour construire l'oléoduc Eilat Ashkelon, ou l'oléoduc transisraélien. Pour saisir l'importance de cet oléoduc, étudions sa géographie. Israël est situé sur la Méditerranée, mais acheminer son pétrole jusqu'à ses ports n'a pas toujours été facile. Le canal de Suez, contrôlé par l'Égypte, était souvent fermé aux navires israéliens, surtout après la crise de Suez de 1956 et la guerre des 6 jours de 1967. L'Iran souhaitait acheminer son pétrole vers l'Europe sans dépendre du canal, point d'étranglement vulnérable aux jeux politiques. En 1968, Israël et l'Iran se sont alliés pour bâtir un oléoduc de 254 km. Il s'étendait d'Eilat,
sur la côte de la mer Rouge d'Israël, à Ashkelon, sur la côte méditerranéenne. Cet oléoduc permettait au pétrole iranien de contourner le canal de Suez, atteignant directement Israël et les marchés européens. C'était gagnant-gagnant. Israël recevait un approvisionnement régulier en pétrole, et l'Iran avait une route fiable pour vendre son brut. Mais l'oléoduc n'était pas qu'une simple entreprise commerciale. C'était un symbole de leur étroite collaboration. Ils partageaient non seulement les profits, mais aussi les risques. Construire et exploiter un oléoduc dans une région instable exigeait de la confiance ou au moins un sens d'objectif partagé. Israël comptait sur ce pétrole pour son économie et son armée, tandis que l'Iran voyait en Israël un partenaire stable dans une région pleine d'acteurs imprévisibles. L'oléoduc a transporté des millions de barils de pétrole au fil des années, renforçant discrètement les deux économies. Il est vraiment difficile de surestimer la praticité de cet accord. Pendant la mobilisation des États arabes contre Israël, l'Iran l'aidait à maintenir son approvisionnement électrique. En même temps, Israël veillait à ce que l'Iran soit armé et prêt. Donc en matière d'alliés, on ne pouvait pas rêver mieux. Ce partenariat dépassait largement le pétrole. Les deux pays collaboraient également dans l'univers opaque du renseignement et de la sécurité. Le Mossad israélien, l'un des services de renseignement les plus efficaces au monde, et la Sazeman et Etelaat, Amniat et Keshvar iranienne, la police secrète du Shah, sont devenus des alliés surprenants. Ils partageaient un objectif commun, surveiller les armées arabes et les groupes soutenus par les soviétiques qui menaçaient leur survie. Israël excellait dans la collecte de renseignements qu'il partageait avec l'Iran sur les menaces potentielles. Cela comprenait des informations sur les mouvements de troupes égyptiennes ou irakiennes. En échange, l'Iran partageait ce qu'il savait sur les activités soviétiques dans la région. Ce n'était pas un simple échange d'informations anodin. Une collaboration profonde entourant de sombres secrets. Israël a même aidé à former les agents de la SAVAK, leur apprenant comment interroger des suspects et traquer des ennemis. Il est surprenant de se rappeler qu'autrefois, les espions israéliens ont aidé la police secrète iranienne à améliorer son efficacité. Dit à voix haute aujourd'hui, cela semble être une mauvaise blague, mais c'était la réalité à l'époque. Et ce partage d'informations ne se résumait pas à des commérages sur le voisinage. Le Mossad et la SAVAK collaboraient pour surveiller et neutraliser les groupes pouvant déstabiliser la région. Par exemple, ils surveillaient de près les groupes militants palestiniens, qui prenaient de l'ampleur dans les années 60 et 70. Ces groupes ciblaient fréquemment Israël, mais constituaient également une menace pour l'Iran, qui craignait que des mouvements révolutionnaires ne viennent perturber le pays. En partageant leurs ressources, Israël et l'Iran pouvaient rester en avance sur leurs adversaires. C'était un arrangement pratique, fondé sur la réalité froide que les deux nations étaient entourées de menaces. Ils cherchaient à tirer tous les avantages possibles. Cependant, comme dans tout mariage, il y avait des failles. Aucun partenariat n'est parfait après tout. Malgré les aspects positifs, des tensions existaient, surtout car l'Iran devait équilibrer ses liens avec Israël et sa relation avec les États arabes. Le Shah ne voulait pas s'aliéner des pays riches en pétrole comme l'Arabie Saoudite ou l'Irak, alors il gardait la connexion israélienne discrète. L'Iran critiquait publiquement Israël lors des réunions de la Ligue arabe pour sauver les apparences, mais en privé, les accords se poursuivaient. Pour Israël, les liens avec le pétrole, les armes et le renseignement étaient vitaux. Entouré d'ennemis, Israël ne pouvait se montrer difficile quant à ses alliés. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il cautionnait la duplicité de l'Iran. Quant à l'Iran, sous la vision ambitieuse du Shah de moderniser et de dominer la région, Israël était un allié utile, avec son expertise militaire et ses connexions occidentales. Pour lui, il devait jouer sur les deux tableaux dans l'intérêt de son pays, n'ayant pas d'autre choix. Dans les années 70, l'Iran et Israël étaient des partenaires très proches. L'oléoduc Eilat Ashkelon transportait du pétrole. Le Mossad et la Sazeman et Etelaat, Amniat et Keshvar, partageaient en des secrets, et les deux pays s'entraidaient discrètement pour naviguer dans une région au bord du chaos. Ils ne se tenaient pas la main, ni ne chantaient des chansons d'amitié comme la plupart des dirigeants actuels, mais ce n'était pas nécessaire. Leur alliance était basée sur la survie mutuelle, pas l'idéologie, car les deux nations affrontaient les mêmes menaces. L'influence soviétique, le nationalisme arabe et l'instabilité régionale. Ils ont trouvé des moyens de collaborer discrètement pendant près de 3 décennies. Maintenant, un équilibre délicat. Au milieu des années 70, ce partenariat discret était devenu la pierre angulaire de leur stratégie, tout en restant caché du reste du monde. Puis, en 1979, tout a changé. Le sol était sur le point de bouger, et un seul événement en Iran allait bouleverser cette alliance. En 1979, l'Iran a été transformé à jamais par la révolution islamique qui a déferlé sur le pays. Ce n'était pas un simple changement de gouvernement. C'était une refonte totale de l'identité de l'Iran. Le Shah, qui avait régné pendant des décennies et maintenu des liens avec Israël, a été renversé. À sa place est arrivé l'ayatollah Ruhollah Khomeini, un chef religieux
avec une vision qui a mis l'Iran sur une trajectoire de collision avec Israël. Pour saisir les raisons de la fin de l'alliance suite à cette révolution, il faut analyser l'apport de Khomeini. Nous devons également comprendre comment ces idées ont remodelé la vision du monde de l'Iran. Vous voyez, le Shah était un monarque qui penchait vers l'Occident. Il voulait que l'Iran soit moderne, puissant et aligné avec des pays comme les États-Unis. Ses accords avec Israël correspondaient à cette vision. Les Iraniens voyaient le Shah comme pragmatique mais déconnecté, se concentrant sur le pétrole, la sécurité et l'éloignement de ses ennemis. Selon eux, son gouvernement était corrompu, négligeait les pauvres dans ses efforts de modernisation, et ses liens avec l'Occident faisaient de l'Iran un pantin des puissances étrangères. Khomeini a exploité cette colère. Il a promis un nouvel Iran, guidé par les principes islamiques et libéré de l'influence occidentale. Son message ne concernait pas seulement l'avenir de l'Iran, mais aussi le rejet de tout ce que représentait le Shah. Cela incluait son partenariat discret avec Israël. Lorsque Khomeini a pris le pouvoir, l'une de ses premières actions a été de rompre tous les liens avec Israël. L'ambassade israélienne à Téhéran, qui opérait discrètement depuis des années, a été fermée. Dans un acte symbolique, le bâtiment a été remis à l'Organisation de libération de la Palestine, un groupe dédié à la lutte contre Israël. Ce n'était pas seulement un camouflet diplomatique, c'était un signal clair que les nouveaux dirigeants iraniens considéraient Israël comme un ennemi. C'était comme installer un grand néon qui disait « Nous ne vous aimons pas ». L'idéologie de Khomeini a joué un rôle important ici. Il voyait Israël comme un État illégitime occupant des terres palestiniennes. Il a appelé à sa destruction et s'est rallié à la cause palestinienne. C'était un revirement total de l'approche du Shah, qui collaborait avec Israël face aux menaces communes. Il était clair qu'une nouvelle vague était arrivée, balayant tout ce que le Shah et Israël avaient construit. La révolution a non seulement rompu l'alliance, mais a aussi engagé Israël et l'Iran sur la voie d'une rivalité acharnée. Le nouveau gouvernement iranien a non seulement rompu les liens, mais a activement œuvré pour s'opposer à Israël dans la région. L'une des actions les plus marquantes a eu lieu en 1982, lorsque l'Iran a contribué à la création du Hezbollah, un groupe militant au Liban. Le Hezbollah n'était pas seulement une force locale, il est devenu un puissant proxy pour l'Iran, combattant Israël au Liban et au-delà. L'Iran a financé, armé et entraîné le Hezbollah, en faisant une menace persistante pour Israël. L'Iran menait une nouvelle forme de guerre, utilisant des alliés pour étendre son influence et défier Israël sans affrontement direct. C'est une stratégie qu'ils poursuivent encore aujourd'hui, mais ce n'était pas tout. L'Iran a aussi débuté son soutien aux groupes palestiniens Hamas et Djihad islamique, auteurs d'attaques contre Israël. Ces alliances ont permis à l'Iran de projeter sa puissance et de rallier le soutien de ceux qui s'opposent à Israël. Le gouvernement de Khomeini a présenté cette lutte contre ce qu'il nommait l'oppression sioniste comme une position morale. Mais c'était aussi stratégique. En soutenant des groupes anti-israéliens, l'Iran pouvait affaiblir son ex-allié tout en renforçant sa propre influence régionale. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle ère d'hostilité ouverte entre l'Iran et Israël, qui n'était plus seulement distant. Mais l'histoire de cette rupture n'est pas toute noire ou blanche. Même après la Révolution, il y a eu des moments de lucidité qui montraient à quel point leur relation restait complexe. Prenez la guerre Iran-Irak, qui a commencé en 1980 et s'est prolongée pendant 8 années brutales. Sous Saddam Hussein, l'Irak a envahi l'Iran pour s'emparer de ses champs pétrolifères et affaiblir son nouveau gouvernement. Après la Révolution, l'Iran était en crise avec une armée affaiblie et une économie en difficulté. Malgré l'hostilité, Israël y a vu une opportunité. Saddam Hussein était un ennemi commun, menaçant Israël avec ses ambitions et son arsenal soutenu par les soviétiques. Donc, dans un retournement de situation, Israël a discrètement fourni des armes à l'Iran pendant la guerre. Intéressant, n'est-ce pas ? Les ventes d'armes, souvent nommées l'affaire Iran-Contra quand les États-Unis étaient impliqués, ont été tenues secrètes. Israël a fourni à l'Iran des pièces détachées pour ses armes américaines, notamment des avions de chasse F-4 et certains missiles. En contrepartie, l'Iran versait des liquidités ou aidait à libérer des otages détenus par des groupes tels que le Hezbollah. C'est étrange d'y penser aujourd'hui, puisque Israël armait un pays dont le dirigeant appelait à sa destruction. Mais cela montre que les besoins pratiques pouvaient encore primer sur l'idéologie. Israël voulait maintenir l'Irak faible, et aider l'Iran à survivre à la guerre servait cet objectif. Et il ne s'agissait pas seulement de vente d'armes occasionnelles. Les informations que l'Iran a transmises à Israël pendant cette période ont eu un impact réel et durable. Durant cette période, l'Iran a découvert que l'Irak construisait le réacteur nucléaire Ozadak avec l'aide française. Ils ont informé Israël, qui craignait que l'Irak utilise le réacteur pour fabriquer des armes nucléaires. Israël a donc décidé de le détruire avant qu'il ne devienne une réelle menace. Le 7 juin 1904, 21 des avions de chasse israéliens ont survolé la Jordanie et l'Arabie Saoudite pour bombarder le réacteur près de Bagdad. L'attaque nommée Opération Opéra
a détruit l'installation avant sa mise en service. Cet événement a joué un rôle crucial dans l'avenir du Moyen-Orient. Curieusement, le réacteur avait déjà été touché auparavant. Quelques mois plus tôt, en septembre 1980, l'Iran avait déjà lancé une frappe aérienne baptisée Opération Épée brûlée sur ce même site. Cela s'est produit peu après le début de la guerre Iran-Irak. L'Iran n'a pas causé de dégâts majeurs lors de cette première attaque, mais cela montrait leur inquiétude face au projet nucléaire irakien. Ces accords et alliances temporaires ne signifiaient pas qu'ils étaient redevenus amis. Ce n'était qu'un bref éclat de l'ancienne sensibilité, rappelant que même des ennemis pouvaient s'entendre lorsque les enjeux étaient assez élevés. Malgré tout, les rancœurs étaient profondes, comme en témoigne l'oléoduc Eilat Ashkelon, ou l'oléoduc transisraélien. Jadis symbole de leur alliance, il est devenu source de conflits après la Révolution. Quand le nouveau gouvernement iranien a rompu les liens, Israël a pris le contrôle de l'oléoduc et saisi la part des bénéfices de l'Iran. Israël a pris le contrôle de l'oléoduc et de ses actifs, dont le pétrole iranien stocké. C'était une décision majeure. Après tout, l'Iran avait investi des millions dans le projet et avait droit à 50% de cet oléoduc. La perte de sa part a été un revers financier majeur. Les deux parties ont en fini devant les tribunaux, l'Iran demandant un dédommagement qu'Israël a refusé. Ce long combat juridique a été marqué par une accumulation d'arbitrages et de procès sur plusieurs décennies. En 2025, le différend entre l'Iran, qui réclame des milliards en dommages et intérêts, reste non résolu. L'oléoduc, géré par la compagnie du pipeline Europe-Asie, reste en service mais témoigne d'un partenariat révolu. La révolution a non seulement brisé l'alliance, mais a aussi ouvert la voie à un nouveau type de conflit. Dans les années 2000, l'Iran et Israël étaient engagés dans une guerre de l'ombre menée par des espions, des cyberattaques et des groupes par procuration. À ce stade, la guerre froide entre les deux s'aggravait constamment avec l'émergence de nouveaux problèmes et tensions. Examinons maintenant en détail les problèmes qui les ont éloignés, à commencer par le programme nucléaire iranien. Cela est devenu le principal point de tension, une source de peur pour Israël et un symbole de fierté pour l'Iran. Anciennement si intense, il fut au cœur du conflit de 2025 entre ces pays. Examinons cela. Sous le Shah, le programme nucléaire de l'Iran était modeste et axé sur l'énergie, avec Israël et les États-Unis qui offraient une aide technique. Le Shah voulait l'énergie nucléaire pour moderniser l'Iran, sans inquiéter personne. Après la révolution, les choses ont changé. Les nouveaux dirigeants iraniens ont relancé le programme nucléaire, visant plus que la production d'électricité. Le programme nucléaire iranien n'est plus simplement un projet technique, mais un symbole de sa défiance. Après la révolution, les dirigeants iraniens ont considéré le nucléaire comme un moyen de défier l'Occident et ses alliés, dont Israël. Au milieu des années 2000, l'Iran enrichissait de l'uranium à Natanz et Fordow, suscitant l'inquiétude internationale. L'uranium enrichi peut alimenter des réacteurs, mais à des niveaux plus élevés, il peut servir à fabriquer des bombes. Israël, qui possède ses propres armes nucléaires sans l'avoir jamais confirmé, voyait les programmes iraniens comme une menace directe. Pour Israël, un Iran doté de l'arme nucléaire pourrait bouleverser l'équilibre régional et menacer sa survie. Après tout, l'hostilité de l'Iran et son désir d'éliminer Israël en tant qu'État ne sont un secret pour personne. L'impasse nucléaire a mené à un nouveau type de guerre. Israël, souvent avec les États-Unis, a lancé des opérations secrètes contre le programme iranien. L'une des plus célèbres fut Stuxnet, un virus informatique lancé vers 2010. Ce n'était pas un piratage ordinaire. C'était une arme sophistiquée, probablement développée par les États-Unis et Israël, qui a infecté les installations nucléaires iraniennes. Stuxnet a provoqué la rotation incontrôlée et la casse des centrifugeuses, qui enrichissent pour l'uranium, retardant ainsi le programme iranien de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Cette démarche audacieuse montrait jusqu'où Israël était prêt à aller pour stopper les ambitions nucléaires de l'Iran. Après tout, pour Israël, il s'agissait de leur survie. Mais Stuxnet n'était pas la seule tactique. Entre 2010 et 2020, plusieurs scientifiques nucléaires iraniens ont été tués lors d'attaques mystérieuses. Des voitures piégées, des fusillades et des explosions ont éliminé plusieurs figures clés. Bien qu'Israël n'ait jamais officiellement revendiqué la responsabilité, beaucoup ont soupçonné le Mossad. La tendance se poursuit, Israël ayant tué environ 14 scientifiques iraniens en 2025. Par le passé, ces assassinats envoyaient un message. Israël ferait tout pour ralentir les progrès de l'Iran. L'Iran a intensifié ses efforts en reconstruisant ses centrifugeuses, en cachant ses installations plus profondément sous terre et en accusant Israël de terrorisme. La guerre de l'ombre s'intensifiait, les deux camps frappant depuis l'ombre. Israël n'a pas seulement mené des attaques secrètes comme Stuxnet ou des assassinats, il a fait pression sur la communauté internationale pour stopper l'Iran.
Sous les présidences de George W. Bush et Barack Obama, les États-Unis ont collaboré avec Israël pour sanctionner sévèrement l'Iran, paralysant son économie, réduisant de moitié ses exportations pétrolières et gelant des milliards de dollars d'actifs. En 2012, le rial iranien avait perdu près de 70% de sa valeur et l'inflation grimpait. Les sanctions ont contraint l'Iran à négocier, menant à l'accord nucléaire de 2015 officiellement nommé le Plan d'action global commun. Plan d'action global commun. L'accord était un compromis. L'Iran a accepté de limiter son programme nucléaire, plafonner l'enrichissement d'uranium et autoriser des inspections en échange d'un allègement des sanctions. Pendant un temps, l'accord a paru pouvoir apaiser les tensions. Israël, cependant, détestait cet accord. Ses dirigeants, en particulier le Premier ministre Benyamin Netanyahou, affirmaient que le plan d'action global commun était insuffisant. Ils redoutèrent que l'Iran puisse encore créer une bombe après l'expiration des restrictions de l'accord en 2030. Israël doutait également de la capacité de l'Iran à respecter les règles, citant des sites nucléaires secrets, découverts par ses services de renseignement en 2018. En 2018, lorsque le président Donald Trump a retiré les États-Unis du plan d'action global commun, Israël a approuvé cette décision. Les États-Unis ont réimposé des sanctions, et l'Iran a réagi en intensifiant ses activités nucléaires, enrichissant l'uranium à 60% de pureté d'ici 2023. Cela frôlait dangereusement les 90% requis pour la bombe. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, en 2025, l'Iran possède assez d'uranium enrichi pour fabriquer plusieurs bombes. L'Iran affirme que son programme nucléaire est pacifique et accuse Israël d'hypocrisie pour posséder des armes nucléaires. Israël, en revanche, refuse de céder. À leurs yeux, l'Iran ne doit absolument pas posséder d'armes nucléaires. Voici les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur la question. Je voyais déjà, il y a des décennies, que s'ils avaient des armes de destruction massive, s'ils avaient des armes nucléaires, ils pourraient très bien les utiliser. J'ai tenté diverses méthodes pour empêcher cela. À travers les gouvernements successifs que j'ai dirigés, je n'ai pas toujours pu réunir la majorité dont j'avais besoin, ni le soutien de l'appareil de sécurité. J'ai aussi dû résister à un plan d'un président américain visant à conclure un accord qui, selon moi, ouvrait la voie de l'Iran en or vers l'enrichissement nucléaire. Donc, de toutes les manières possibles, j'ai essayé d'arrêter l'Iran. En fait, nous les avons arrêtés aussi en agissant, je peux le dire ouvertement maintenant, en éliminant des scientifiques pendant plusieurs mandats et par d'autres moyens que nous avons utilisés. Nous les avons retardés d'environ 10 ans, mais pas stoppés. Le conflit ne portait pas seulement sur les armes nucléaires, mais s'est aussi étendu aux champs de bataille de toute la région, où l'Iran et Israël se sont affrontés par procuration. Pendant la guerre civile syrienne, l'Iran a appuyé le président Bachar el-Assad en lui fournissant des fonds, des armes et des combattants du Hezbollah pour le garder au pouvoir. Israël, préoccupé par l'influence grandissante de l'Iran à sa frontière, a mené des frappes aériennes majeures contre des cibles iraniennes et du Hezbollah en Syrie. En 2023, Israël avait mené plus de 400 frappes, visant des convois d'armes, des bases et des sites de stockage, selon les rapports. Il ne s'agissait pas d'attaques aléatoires, elles faisaient partie d'une stratégie visant à empêcher l'Iran d'établir une présence permanente en Syrie. Le Liban était un autre front, où le Hezbollah, le plus puissant proxy de l'Iran, s'est affronté à plusieurs reprises avec Israël. La guerre du Liban de 2006, où le Hezbollah a tenu tête à Israël, a révélé la puissance croissante de l'allié de l'Iran. Ils n'ont cessé de se renforcer au fil du temps. L'arsenal actuel du Hezbollah inclut des dizaines de milliers de roquettes, dont certaines peuvent atteindre le cœur d'Israël. Le soutien de l'Iran, estimé à 700 millions de dollars par an, permet au Hezbollah de rester armé et prêt. Israël, de son côté, garde un œil attentif sur le Liban et intercepte les livraisons d'armes. Mais le Liban n'est pas le dernier champ de bataille. Le Yémen va ajouter une autre dimension. L'Iran soutient les rebelles Houthis qui ont tiré des missiles et des drones sur Israël depuis que le conflit à Gaza s'est intensifié en 2023. Ces attaques, souvent interceptées par les défenses israéliennes, montrent jusqu'où s'étend l'influence de l'Iran. Les Houthis ne partagent pas de frontières avec Israël, mais avec l'aide de l'Iran, ils sont devenus partie prenante du conflit plus large. La complexité des rivalités s'accentue avec les conflits par procuration. L'Iran et Israël se servent de groupes alliés en Syrie, au Liban et au Yémen pour s'affronter sans risquer une guerre totale. En Irak, l'Iran appuie des milices chiites ayant attaqué les intérêts américains et israéliens. En 2020, un groupe a lancé des roquettes sur la frontière nord d'Israël, un acte rare mais osé.
Israël a récemment visé des livraisons d'armes iraniennes en Irak, avec des frappes aériennes signalées jusqu'en 2024. Ces attaques de représailles perpétuent le conflit, aucune des deux parties n'étant prête à aller trop loin, mais aucune ne reculant non plus. La scène internationale ajoute une autre dimension à la situation. Israël est un proche allié des États-Unis qui lui apporte annuellement une aide militaire et échange des informations sur l'Iran. Dans le cadre d'un protocole d'accord de 10 ans, signé en 2016, les États-Unis se sont engagés à fournir 3,8 milliards de dollars par an en aide militaire à Israël de 2019 à 2028. Ce montant inclut 3,3 milliards de dollars en aide militaire étrangère et 500 millions pour la coopération antimissile. Les États-Unis apportent encore une aide substantielle à Israël, lors d'événements tels que les attaques de Gaza en 2023. Pendant que cela se passe, l'Iran de son côté s'est rapproché de la Russie et de la Chine. Depuis le début du conflit ukrainien en 2022, l'Iran a approvisionné la Russie en drones et missiles, obtenant en retour des fonds et des technologies militaires. En 2025, la Russie aide l'Iran à construire de nouveaux réacteurs nucléaires, suscitant l'inquiétude d'Israël. La Chine achète 90% des exportations de pétrole de l'Iran, défiant les sanctions américaines. Cela permet à l'Iran de maintenir son économie et de financer ses alliés. L'alliance États-Unis d'Amérique, Israël contre les liens Iran-Russie-Chine transforme la guerre de l'ombre en élément d'un puzzle mondial plus large. Les guerres de l'ombre débordent partout, comme en témoignent les cyberattaques qui frappent des endroits inattendus, et pas seulement les grandes puissances. Après Stuxnet, l'Iran a développé ses capacités en cybersécurité. En 2020, des hackers iraniens ont ciblé les systèmes d'eau israéliens. Leur objectif était de perturber les niveaux de chlore, risquant d'empoisonner des civils. Israël a lancé une cyberattaque contre l'Iran, paralysant le trafic maritime au port Shahid Raji pendant plusieurs jours en représailles. Ces batailles silencieuses mais mortelles montrent jusqu'où va le conflit. Ils visent les infrastructures et les civils sans jamais tirer un seul coup de feu. Le coût humain de cette rivalité est difficile à ignorer. En Syrie, les frappes israéliennes sur des cibles iraniennes ont tué des centaines de personnes, dont des civils. Les attaques du Hezbollah sur le nord d'Israël ont déplacé des milliers de personnes, avec 60 000 Israéliens évacués des villes frontalières depuis 2023. Au Yémen, les attaques des Houthis liées à l'Iran ont perturbé le transport maritime en mer Rouge, faisant grimper les prix mondiaux du pétrole de 10% en 2024. Ces actions militaires blessent des gens, détruisent des économies et maintiennent la région instable. En 2025, la guerre de l'ombre continue sans relâche. Les groupes par procuration poursuivent les combats de Gaza au plateau du Golan. Face aux risques élevés de guerre totale, on peut se demander si l'Iran et Israël pourraient un jour trouver un moyen de reculer du précipice. L'idée que ces deux nations se serrent à nouveau la main semble difficile à l'imaginer, surtout avec des missiles qui volent et une confiance au plus bas. Mais l'histoire montre que même des rivaux acharnés peuvent s'entendre quand les enjeux sont appropriés. Examinons les facteurs pouvant favoriser la paix ou réduire les hostilités en étudiant la diplomatie, les actions concrètes et les acteurs clés du changement. Le chemin est ardu, mais le Moyen-Orient a déjà surpris, et des lueurs d'espoir méritent d'être explorées. Les alliances changeantes de la région pourraient ouvrir des portes autrefois verrouillées, un bon point de départ. Prenez la détente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en 2023, négociée par la Chine. Pendant longtemps, ces deux puissances étaient engagées dans leur propre guerre froide, appuyant des factions rivales au Yémen et en Syrie. L'Arabie Saoudite sunnite voyait le gouvernement iranien chiite comme une menace pour son influence. Israël s'est allié secrètement à Riyad pour contrer les groupes pro-iraniens. Mais la détente a changé la donne. Les deux pays ont rouvert leurs ambassades, commencé des pourparlers commerciaux et accepté d'apaiser leurs conflits indirects. L'Arabie Saoudite a réduit son soutien aux forces anti-houthis du Yémen, et l'Iran a retiré certains conseillers des rebelles houthis. Cela ne signifie pas qu'ils sont les meilleurs amis, mais montre que des rivaux peuvent réduire les tensions quand cela leur convient. Pour Israël, c'est peut-être une opportunité. Si l'Iran se sent moins menacé par ses voisins, il n'aura peut-être pas besoin de s'appuyer autant sur le Hezbollah pour montrer sa force. Un Iran moins agressif pourrait signifier moins de roquettes vers les frontières d'Israël, mais il y a un hic. Un Iran renforcé, appuyé par la Chine et allié à l'Arabie Saoudite, pourrait défier la supériorité militaire d'Israël. Cependant, ce changement montre que la région n'est pas otage de vieilles rancunes, ce qui est un bon début. La diplomatie a déjà été tentée auparavant, même si elle n'a pas toujours fonctionné. Au début des années 2000, l'Iran et Israël ont presque entamé des pourparlers secrets. En 2003, l'Iran a proposé aux États-Unis de discuter de tout, de leur programme nucléaire à leur soutien au Hezbollah.
Ils ont même suggéré une possible reconnaissance du droit d'Israël à exister, ce qui serait une avancée majeure. Israël était sceptique, et sous George W. Bush, les États-Unis ont rejeté l'offre, croyant que l'Iran était trop faible pour négocier sérieusement. Avec le recul, c'était une occasion manquée. Plus récemment, Oman a joué un rôle discret d'intermédiaire. En 2013, Oman a accueilli des pourparlers secrets entre des responsables américains et iraniens, posant les bases de l'accord nucléaire de 2015. Les dirigeants omanais, réputés pour leur neutralité, ont aussi offert de médier entre l'Iran et Israël. Ils ont invité le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Mascate, une visite rare, espérant entamer un dialogue. Cela n'a rien donné, mais l'expérience d'Oman montre qu'il pourrait tenter à nouveau. En 2025, des diplomates omanais font la navette entre Téhéran et Jérusalem via un canal secret. Bien que cela ne constitue pas un traité de paix, cela pourrait être un début en acceptant de geler les activités nucléaires contre un allègement des sanctions. Des actions concrètes pourraient s'inspirer de ces progrès diplomatiques. Les experts suggèrent depuis longtemps un accord de sécurité régionale comme solution potentielle. Le Moyen-Orient est une poudrière, avec des ambitions nucléaires, des guerres par procuration et des superpuissances qui attisent les tensions. Un accord pourrait établir des règles. L'Iran devrait cesser les frappes aériennes sur les sites nucléaires et l'armement de Hamas ou Hezbollah, limiter son enrichissement d'uranium à 3,67%, comme prévu dans l'accord de 2015, et autoriser les inspections. Israël devrait arrêter ses frappes en Syrie, qui ont tué des centaines de personnes depuis 2018 selon les rapports syriens. Les deux parties détesteraient abandonner leur levier, mais la récompense pourrait être énorme. L'Iran pourrait bénéficier d'un allègement des sanctions, ce qui stimulerait son économie. En baisse de 15% depuis 2018, Israël pourrait obtenir une région plus calme, économisant des milliards en défense. En 2025, le budget militaire d'Israël est de 22 milliards, soit 5% de son économie. Un Moyen-Orient plus calme permettrait aux deux nations de dépenser pour des écoles ou des hôpitaux, au lieu de missiles. De plus, des problèmes communs pourraient les contraindre à collaborer malgré eux. Le changement climatique affecte durement la région, et les deux pays ne peuvent pas l'ignorer. En Iran, la rivière Zayan à Ispahan est en train de s'assécher, laissant les agriculteurs avec des champs poussiéreux et les villes avec des restrictions d'eau. En 2024, 70% des zones rurales d'Iran faisaient face à des pénuries d'eau, touchant 20 millions de personnes. Israël, malgré ses usines de dessalement de pointe, fait aussi face à des défis. Le débit du fleuve Jourdain a diminué de 20% depuis 2000 et les sécheresses frappent les cultures. Les deux nations investissent fortement dans des solutions. Les usines de dessalement de l'Iran produisent 400 000 mètres cubes d'eau par jour, tandis que celles d'Israël couvrent 70% de son eau potable. Mais ces projets sont coûteux, ils se chiffrent en milliards. Un effort conjoint pourrait réduire les coûts et sauver des vies. Israël partage déjà des données sur l'eau avec la Jordanie depuis un traité de paix de 1994 et l'Iran a collaboré avec la Turquie sur des projets fluviaux. Imaginez un accord de partage de la technologie de dessalement ou de gestion commune des nappes phréatiques en baisse. Ce serait génial, non ? Souvenez-vous, c'est une question de survie, pas de confiance. Si la coopération échoue, des millions de personnes souffriront, une pression qu'aucun des deux gouvernements ne peut ignorer. Les habitants des deux nations pourraient être la clé du changement. Les jeunes d'Iran et d'Israël sont de plus en plus mécontents du statu quo et se font davantage entendre. En Iran, les manifestations de 2022, suite au décès de Mahsa Amini, ont ébranlé le pays. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue, réclamant la liberté et la fin des règles strictes. Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans, est morte après son arrestation par la police des mœurs pour port incorrect du hijab. Les manifestations ont contraint le gouvernement à assouplir les codes vestimentaires, sans pour autant le renverser. En 2025, la jeunesse iranienne, 60% de la population ayant moins de 30 ans, veut des emplois et un avenir meilleur, pas des combats sans fin autour de l'idéologie. Malgré la répression du gouvernement, ils partagent leurs idéaux en ligne sur des plateformes comme Instagram. En Israël, l'année 2023 a vu d'énormes manifestations contre les projets du gouvernement de réformer les tribunaux. Des centaines de milliers de personnes ont défilé, montrant un public lassé des divisions. La jeunesse israélienne, dont beaucoup travaillent dans des pôles technologiques, comme Tel Aviv, se soucie des startups et de la stabilité, pas seulement de la sécurité. Ces générations n'ont pas les mêmes rancunes que leurs dirigeants. Un étudiant iranien à Téhéran rêve d'étudier à l'étranger, alors qu'une développeuse israélienne à Haïfa souhaite la paix pour se concentrer sur son application. Si ces voix prennent de l'ampleur, elles pourraient pousser les dirigeants à privilégier des accords pratiques plutôt que de vieilles haines. Soyons réalistes face aux défis. La confiance est le plus grand obstacle. Israël cite les dossiers nucléaires secrets de l'Iran, volés par le Mossad en 2018 comme preuve qu'on ne peut pas lui faire confiance.
L'Iran qualifie les 500 frappes aériennes d'Israël en Syrie de terrorisme. L'idéologie est un autre frein. Les dirigeants iraniens qualifient à toujours d'Israël d'illégitime, rassemblant les foules avec des slogans antisionistes. Le gouvernement israélien de droite, depuis 2022, utilise la menace iranienne pour gagner des voix, tout en jouant sur la scène internationale. Les États-Unis accordent à Israël une aide annuelle de 3,8 milliards de dollars, alors que l'Iran reçoit 2 milliards d'armes de la Russie. Ces alliances font que les compromis ressemblent à une trahison. Le Moyen-Orient adore pourtant les rebondissements. Les accords arabes, qui lient Israël aux Émirats arabes unis, étaient impensables il y a 10 ans. L'histoire de l'Iran, qui vendait du pétrole à Israël dans les années 60 et achetait des armes dans les années 80, montre que le pragmatisme peut prévaloir. Si l'économie iranienne, avec une inflation de 30%, continue de se contracter, ou si Israël fait face à de nouvelles menaces, comme un État islamique renaissant, il pourrait entamer des discussions. Un accord sur le nucléaire, l'eau ou le commerce pourraient être les premières étapes, non par amour, mais parce que le combat coûte trop cher. C'est peu probable, mais dans une région pleine de surprises, ce n'est pas exclu